Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Grâce à sa fusée Electron, l'entreprise Rocket Lab s'est taillé une place de choix sur le marché des lancements orbitaux. En 4 ans et demi, la petite fusée a décollé 22 fois. Elle a connu quelques échecs, mais reste une des plateformes préférées des opérateurs de Smallsat et des institutionnels américains. Pour les très nombreuses entreprises qui développent des fusées similaires, l'Electron est devenu le benchmark qu'il faut pouvoir surpasser. La petite fusée de Rocket Lab n'en a pas fini avec ses développements. Elle devrait notamment passer par l'étape de la réutilisation l'année prochaine, grâce à un système complexe de parachutes, d'hélicoptères et de crochets. Electron devrait continuer à voler pendant au moins quelques années, mais Rocket Lab est déjà en train de penser à son successeur. La semaine dernière, celui-ci nous a été présenté en détail. On connaissait déjà son nom, Neutron, mais son architecture en a surpris plus d'un. À l'heure où toute l'industrie ou presque est en train de copier le modèle SpaceX, Rocket Lab a fait le choix d'une fusée complètement différente de la Falcon 9. On pourrait même dire qu'elle est différente de tout ce qui a été proposé jusqu'ici. L'entreprise de Peter Beck multiplie les paris audacieux en espérant créer une tueuse de Falcon 9. Une fusée réutilisable, peu chère, pensée pour les constellations et capable de vol habité. Penchons-nous donc sur ses particularités pour voir de quoi il en retourne. Il y a un aspect où Rocket Lab fait comme tout le monde, c'est sur le choix des ergols. Comme presque tous les lanceurs actuellement en développement, la fusée brûlera du méthane et de l'oxygène liquide. C'est un choix qui semble presque incontournable, notamment pour faciliter la réutilisation. Le méthane laisse moins de résidus de combustion dans les moteurs que le kérosène que brûle sa grande sœur Electron. Il facilite aussi la gestion des températures puisqu'il est liquide à une température proche de celle de l'oxygène. Sur ce point au moins, Rocket Lab arrive à la même conclusion que SpaceX et le reste de l'industrie. Le méthane est la meilleure option pour les fusées de demain. Pour brûler ces deux gaz, Rocket Lab va développer un moteur qui porte le nom d'Archimède. Bien plus puissant que le Rutherford d'Electron, il devrait rester relativement simple. C'est un moteur à cycle ouvert, générateur de gaz, qui s'inscrit donc en porte-à-faux par rapport au Raptor de SpaceX. Le Raptor est très performant, mais très complexe. Et comme on en a discuté dans le DNDE de mardi dernier, il est en train de donner des migraines à SpaceX. Rocket Lab fait le choix d'une architecture de moteur beaucoup plus simple et un peu moins performante. L'entreprise n'est pas seule à regarder dans cette direction, puisque l'industrie européenne a fait le même choix avec Prometheus, un autre moteur au méthane qui sera lui aussi à cycle ouvert. Si Rocket Lab peut se contenter d'un moteur moins performant que le Raptor, c'est que l'entreprise a choisi d'alléger son lanceur à tous les étages. Et pour y parvenir, l'entreprise de Peter Beck fait le pari des composites en fibre de carbone. C'est le même matériau qui fait la structure de la fusée Electron, et c'est celui qui était prévu pour le Starship avant le passage à l'acier inoxydable. SpaceX a déterminé que la fibre de carbone était trop chère et trop difficile à produire rapidement. L'entreprise d'Elon Musk s'est donc concentrée sur l'efficacité du Raptor pour contrebalancer le recours à un acier un peu plus massif. Rocket Lab va faire l'arbitrage inverse, c'est-à-dire moins d'efforts sur les moteurs, mais beaucoup plus sur l'allègement général de la fusée. Rocket Lab pense pouvoir s'en sortir avec une technique de placement des fibres automatiques, ce qui devrait limiter les coûts et accélérer la production. On verra si c'est un pari payant. Dans sa robe composite, Neutron devrait donc être noir. Les visuels présentés par Rocket Lab nous laissent entrevoir une forme très trapue. La fusée fera 40 mètres de haut pour 7 mètres de diamètre à la base et 5 mètres de diamètre au niveau de la coiffe. Vu de l'extérieur, on pourrait presque croire à un SSTO. En effet, on ne distingue pas le premier étage du second, et ce pour une bonne raison. Le second étage est à l'intérieur du premier. Ce choix, en apparence saugrenu, est au cœur de la stratégie de Rocket Lab. La coiffe, qui se sépare en 4 segments, est rattachée au premier étage. Elle s'ouvre lors de la séparation pour laisser le second étage et la charge utile sortir et poursuivre leur route. Le premier étage, avec la coiffe rattachée, vient ensuite se reposer sur son lieu de décollage.
Et voilà comment en une seule opération et sans navire, Rocket Lab peut récupérer son premier étage et sa coiffe, là où SpaceX a besoin de toute une flotte de bateaux pour tenter de récupérer les mêmes éléments. Pour que la stratégie fonctionne, le second étage en question doit être petit et léger. Un effort particulier sera fourni pour en faire un poids-plume. Les parois de ces réservoirs seront réduites à une épaisseur minimale, ce qui en temps normal poserait des risques lors de l'accélération du premier étage. La manière dont le second étage tient au premier est encore une fois très audacieuse. Il n'est en effet pas posé sur lui, mais suspendu sous la coiffe. Lors du décollage, le second étage n'est ainsi pas poussé par le premier, il est tiré par la coiffe. Or, les fibres de carbone résistent mieux à des efforts de traction que de compression. C'est ce qui permet d'obtenir une structure aussi fine et légère que possible. Globalement, on peut résumer la stratégie de Rocket Lab au fait de minimiser au maximum la masse structurelle du second étage, lesquels est de toute manière jetable. Le premier étage maximise de son côté les éléments de réutilisation, quitte à être moins efficace. La forme trapue de la fusée, plus large en bas qu'en haut, doit faciliter sa rentrée atmosphérique. Le contrôle lors de cette phase est assuré par les petites ailettes qui se trouvent juste sous la coiffe. L'atterrissage enfin se fait sur des pieds fixes. Encore une fois, Rocket Lab fait le choix de se démarquer de SpaceX en adoptant une solution plus simple. Cette architecture doit permettre à la Neutron de déployer jusqu'à 8 tonnes en orbite basse, en version réutilisable. Cette capacité monte à 15 tonnes si on fait le choix de pousser le premier étage au-delà de ses limites de réutilisation. D'après Peter Beck, la fusée est avant tout pensée pour le déploiement de constellations. Sa motorisation au méthane et sa stratégie de retour au site de décollage devraient pouvoir permettre des lancements fréquents. Ce qui pourrait en effet aider à déployer un grand nombre de satellites. On ne sait pas encore si le second étage sera réallumable et s'il permettra des déploiements sur de multiples orbites. Dans la présentation de la fusée, Peter Beck a aussi évoqué une capacité interplanétaire d'1,5 tonne vers Mars et Vénus. Pas de quoi envoyer une mission flagship de la NASA, mais probablement suffisant pour prétendre remporter quelques contrats sur des missions de second rang. On sait que le patron de l'entreprise est fasciné par Vénus et compte envoyer des missions privées vers notre voisine. Neutron offre ici des possibilités bien plus intéressantes qu'Electron. Enfin, le vol habité a aussi été évoqué. On a un peu de mal à imaginer comment la fusée pourrait remplir cette fonction, telle qu'elle a été présentée. 8 tonnes, c'est tout de même très juste pour un vaisseau habité. Si on passe à 15 tonnes en version non réutilisable, il y a déjà un peu plus de marge de travail. Il reste le problème de l'architecture du second étage suspendu sous la coiffe. Les vols avec vaisseau habité se passent généralement d'une coiffe pour se permettre une évasion rapide en cas de problème. Sans la coiffe, il est cependant impossible de suspendre le second étage dans la Neutron. Il faudrait donc penser une fusée au final assez différente avec un second étage plus traditionnel, ce qui aurait probablement un impact sur les performances. Bref, le design qui nous a été présenté va probablement avoir le temps d'évoluer. Rocket Lab bénéficie d'une expérience significative dans la fabrication de pièces de fusée en composite de fibres de carbone. Il ne devrait donc pas y avoir trop de problèmes de ce côté. La mise au point d'un moteur Metalox de forte puissance est une autre paire de manches. L'entreprise semble être au tout début du développement de celui-ci. Aucun test n'a encore été mené, ce qui nous laisse entrevoir que Neutron ne devrait pas être opérationnel avant au moins quelques années. Cela va placer la nouvelle fusée de Rocket Lab au sein d'un paysage très concurrentiel. On imagine qu'il y aura déjà aux États-Unis de multiples lanceurs réutilisables, dont un certain nombre fonctionneront au méthane. En Chine et en Europe, on devrait aussi commencer à voir émerger des solutions similaires. Le moteur européen Prometheus semble ainsi très similaire à l'Archimède que veut construire Rocket Lab. Même architecture et même performance générale. Le développement de la solution européenne est cependant beaucoup plus avancé. Prometheus pourrait faire ses premiers vols dès l'année prochaine. Si on reste côté européen, il est d'ailleurs intéressant de revenir sur ce concept qui a été produit voilà plus d'1 an. Il porte le nom d'Ariane Ultimate. Un corps court et trapu, des ailettes et une coiffe qui bascule pour s'ouvrir et se refermer en 4 segments. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a évoqué aujourd'hui.
Le concept décrit un SSTO, mais il ne manquerait plus qu'à y suspendre un second étage pour retrouver la majorité des idées de Rocket Lab. Avec le travail réalisé sur Prometheus et sur le Black Stage Icarus d'Ariane 6, Ariane Group pourrait être en bonne position pour proposer une sorte de neutron avant Rocket Lab. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 19 décembre à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.